Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Mathieu Glachan, professeur d'économie aux mines. Il publie « Survivre à la chaleur, adaptons-nous », c'est chez Odile Jacob. Et il y a 3 mois, la ville de Valence, dans le sud-est de l'Espagne, était dévastée par des inondations brutales et extrêmes. 3 mois plus tard, Valence enregistrait un record de température, 26,9 lundi en début d'après-midi. Une chaleur record donc pour un mois de janvier, selon l'agence météorologique espagnole qui compile ces données depuis 1869. Mais c'est la même tendance à Moscou, où le mois de janvier est en passe d'être l'un des plus chauds jamais enregistrés. Hier, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 3,8 degrés, un niveau de mois d'avril bien plus élevé que la moyenne à cette époque de l'année, qui est en dessous de zéro. C'est ce qu'a indiqué le centre météorologique Phobos. Alors, ces données font écho au retour au pouvoir de Donald Trump, qui entend doper la production d'hydrocarbures du pays, des États-Unis, déjà premier producteur mondial, et qui a annoncé un nouveau retrait de l'accord de Paris sur le climat. On va essayer de comprendre en quoi ce réchauffement, donc la chaleur, peut nécessiter des politiques d'adaptation ou doit nécessiter des politiques d'adaptation. Mathieu Glachan, professeur aux mines à l'École des mines à Paris, va essayer de nous éclairer à la lumière de cet essai qui a le mérite de faire valoir beaucoup de données sur le sujet, de parler notamment de la question de la climatisation. Bonjour Mathieu Glachan. Bonjour. Alors la chaleur, quelle est la définition au sens strict, au sens scientifique de la chaleur ? Alors, j'ai un diplôme d'ingénieur d'ailleurs, je suis économiste, mais j'ai un diplôme d'ingénieur au départ. Oui, j'ai oublié de souligner. Non, c'est pas du tout, je suis pas là pour dérouler mon CV, mais du coup, ça me permet de répondre à cette question. La chaleur, essentiellement, je pense qu'on peut la définir par un indicateur qui la mesure, qui est la température. Et donc, en particulier, quand on parle de changement climatique, on parle beaucoup de la température moyenne à la surface du globe, et qui, l'année dernière, a été à plus 1,6 degré par rapport aux années précédentes, 1850, l'ère pré-industrielle, comme on dit dans le jargon climatique. Voilà. Et donc on y est, le changement climatique est donc déjà le principe, c'est le soleil qui tape sur le sol. Alors le principe de l'effet de serre, c'est donc la planète est une serre. L'atmosphère jouant le rôle du verre dans une serre. Vous avez le soleil qui tape sur le sol. Une partie de cette énergie thermique repart dans l'espace. Et donc, du coup, refroidit par ce biais, par cette réflexion de l'énergie thermique, refroidit la surface de la Terre. Mais comme vous avez un couvercle là-dessus, l'atmosphère, eh bien, il n'y a seulement qu'une partie qui repart dans l'espace, et de moins en moins quand le couvercle devient de plus en plus opaque, en tout cas, de moins en moins, de plus en plus isolant, si vous voulez. Voilà. Alors, ma question de l'effet de serre. Mathieu Glachan, le principe, alors c'est le principe que vous exposez. Ma question, c'est tout simple. C'est que peut-on faire face à un rayonnement solaire accru et face à un effet de serre qui nous dépasse ? Est-ce que c'est une question à taille humaine ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a l'habitude de distinguer finalement deux grandes stratégies. L'une qu'on appelle techniquement l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour faire simple, d'un côté. Donc, ralentir, malheureusement pas encore stopper, le phénomène, l'évolution du phénomène, ou alors on peut s'adapter, c'est-à-dire développer des stratégies, dont vous avez mentionné par exemple la climatisation, mais on peut parler aussi de la végétalisation dans les rues de Paris, par exemple, dont on parle beaucoup ici, qui permettent de modérer les impacts d'un climat qui est de plus en plus rude à certains moments de l'année. Mais on pourrait, par exemple, juste en mettant aux États-Unis, où il y a des climatiseurs partout, à 21 degrés, il suffirait de mettre à 25 degrés. Déjà, c'est un tout petit geste, juste régler le climatiseur, et ça changerait déjà beaucoup de choses. Alors, la climatisation est un sujet majeur en matière d'adaptation au changement climatique, pour une raison évidente, survivre à la chaleur, le titre du livre. Et effectivement, dans l'usage des climatiseurs, il y a plusieurs enjeux. Et un des enjeux, c'est la sobriété de son utilisation. Aux États-Unis, où 100% des logements sont climatisés, une espèce de préférence culturelle qui fait que les Américains mettent 20 à 21 degrés quand il fait 35 degrés dehors. Sachant que en Europe, notre préférence serait plutôt pour du 25 degrés. Ce qui est très très favorable d'un point de vue énergétique, puisque la quantité d'énergie nécessaire pour passer de 25 degrés à 21 degrés en refroidissement est gigantesque. Ça a été calculé ? Oui, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais l'ADEME, je renvoie les auditeurs à des données de l'ADEME qui sont disponibles sur leur site. Voilà. Donc simplement ce petit geste qui n'est pas une politique publique gourmande en termes de budget, c'est juste culturel, ainsi que vous l'avez dit, ça suffirait ? Non, pas du tout. Enfin, ça suffirait. Déjà, ça permettrait de faire des économies. Il reste une grosse consommation d'électricité.
Je vais parler de l'Inde, je venais de parler des États-Unis. Donc l'Inde, on a 5% de climatiseurs pour l'instant, 5% des logements équipés par de la climatisation. C'est un pays qui consomme de l'électricité qui provient pour 75% de centrales à charbon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allumez un climatiseur en Inde, vous émettez beaucoup de carbone et donc vous créez potentiellement, vous participez à un cercle vicieux où plus il fait chaud, plus vous consommez d'électricité et plus vous consommez d'électricité, plus il fait chaud. Alors, quand on est à 5% de taux d'équipement en Inde, ce cercle vicieux, il n'est pas extrêmement puissant. Sauf que, compte tenu des besoins en climatisation de l'Inde, compte tenu de la richesse d'une classe moyenne qui grossit en Inde, ils vont acheter des centaines de millions de climatiseurs. Et donc, il est absolument décisif qu'au-delà des gestes de sobriété dont on a parlé, il est absolument décisif que l'Inde décarbone son électricité. Et ça nous ramène, du coup, à l'atténuation, la deuxième stratégie pour résister au changement climatique, en l'occurrence ici, le ralentir. Est-ce qu'il y a des pays qui se sont déjà lancés dans l'adaptation et d'autres dans l'atténuation? Est-ce qu'il y a un conflit entre ces deux écoles? Alors, tous les pays se sont lancés à la fois dans l'adaptation et l'atténuation. Alors, l'atténuation, tous les pays se sont lancés dans l'adaptation pour une raison assez simple, qui est que de nombreuses stratégies d'adaptation relèvent en fait de décisions individuelles. Quand vous fermez les volets pendant les vagues de chaleur, c'est une forme d'adaptation. Quand un agriculteur pompe plus d'eau dans la rivière parce qu'il y a des sécheresses, c'est une forme d'adaptation à une des conséquences du changement climatique et la sécheresse. Donc l'être humain s'adapte en permanence, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a réussi à occuper tous les écosystèmes de la Terre. Donc l'adaptation, c'est parti. L'atténuation, c'est parti aussi à travers, grâce notamment à ce dispositif qui est la négociation climatique internationale. C'est là où tout se joue, d'ailleurs, l'international, parce que faire une politique d'atténuation tout seul, si personne d'autre n'en fait, n'a pas de sens, en particulier quand on est un petit pays. Le sens que la politique d'atténuation a pour un pays comme la France, c'est qu'elle s'inscrit dans une coordination internationale. D'où, d'ailleurs, l'importance pour nous, pas seulement pour les Américains, du retrait de Donald Trump de l'accord de Paris. Sait-on quel est l'argument de Donald Trump pour se retirer d'un pareil accord? L'argument est de dire que ce qui prime, c'est le pouvoir d'achat des Américains. Et effectivement... Mais sur le fond du dossier Sur le fond du dossier, s'est-il déjà exprimé? Sur le fond du dossier, sur le réchauffement, sur la réalité du dossier. Alors, il a joué. Enfin, je ne suis pas un spécialiste des discours de Donald Trump, mais sur le sujet, il n'est pas dans le climato-scepticisme frontal. Il est dans la minoration de ses effets. Et puis, il est sur des discours ambigus qui fragilisent la légitimité du combat contre l'atténuation. Voilà, c'est ça. Et ceci dit, ça correspond à une préférence de son opinion. Une grande partie des Américains aujourd'hui jugent que le pouvoir d'achat est une question beaucoup plus importante que l'atténuation. Et pourquoi ne sont-ils pas sensibles, alors que leur pays est quand même perturbé, à un climat quand même extrêmement difficile aux États-Unis. C'est un pays qui a quand même un climat où, de quelque côté qu'on se tourne, c'est un climat quand même... Enfin, évidemment, il fait chaud à certains endroits, il y a des pays plus ou moins agréables, des contrées plus ou moins agréables, mais d'autres qui le sont beaucoup moins. En tout cas, par rapport à l'Europe, il est beaucoup moins favorisé. Comment se fait-il qu'il ne soit pas sensible à cette thématique-là? Je pense que une des raisons... D'abord, je pense que Trump est le symptôme de quelque chose qui va se diffuser, qui est que pendant longtemps, l'atténuation, les premiers efforts d'atténuation n'étaient pas trop coûteux. Et puis maintenant, pour respecter les objectifs de l'accord de Paris, pour respecter du coup les objectifs que se fixent les pays dans ce cadre, les efforts deviennent beaucoup plus coûteux. Et donc du coup, la question entre l'arbitrage entre richesse économique, pouvoir d'achat et réduction des émissions de gaz à effet de serre devient beaucoup plus forte, beaucoup plus prégnante. Et je pense que, quelque part, les positions de Trump, mais aussi dans d'autres pays, des discours qui sont tenus à la Russie, par exemple, sont des positions qui sont liées à cette évolution-là. Ça coûte trop cher. Alors, pour eux, pour certains, ça coûte trop cher. Qu'est-ce qui coûte pour le nous, plus cher, les économistes, quand on regarde les modèles
de projection économique du changement climatique, les résultats sont clairs. Réduire les émissions, ça coûte. Okay. C'est pas du gagnant-gagnant, création d'emplois, compétitivité, etc. Il faut en créer, bien sûr. Il faut essayer de limiter les pertes de compétitivité. Ça coûte. Et puis, de l'autre côté, l'inaction, ça coûte encore plus. C'est-à-dire que les dégâts en termes de mortalité, les dégâts sur les infrastructures, les dégâts économiques de réduction, par exemple, de la productivité du travail, des travailleurs qui sont moins efficaces parce qu'il fait trop chaud l'été, etc. Tout ça dépasse largement le coût de l'action climatique, le coût de l'atténuation. Mais ça, Donald Trump devrait être sensible à cet argument. Oui. Ouais, alors apparemment, quelqu'un ne lui a pas démontré la chose. Oui, mais le raisonnement que je viens de mener est un raisonnement qui vaut si j'adopte une perspective mondiale. Okay. Après, il y a quelque chose qui est beaucoup plus favorable encore que ce scénario de l'action d'atténuation, c'est de ne pas agir soi-même comme pays en escomptant que les autres vont continuer à agir. C'est un peu ce qui est en train de se passer, parce que de ce fait, vous bénéficiez à la fois vous bénéficiez des bénéfices de l'action des autres, qui réduisent les émissions, qui vous créent des sécheresses, des feux de forêt, etc., sans avoir à en payer le prix. Donc il y a cette tension toujours sur la question de l'atténuation. C'est pour ça que la négociation climatique est quelque chose de tendu. C'est que l'action de chaque pays profite à tous. Et que, voilà. Et que donc, le risque est ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier en économie. Oui. Le risque est de dévier de la coopération en comptant sur les autres. La chaleur est-elle une mauvaise nouvelle, Mathieu Glachan? Parce que pour l'heure, c'est le froid qui tue bien plus que la chaleur en Europe. En Europe, je parle. Oui. Ça permet de pointer pointer quelque chose de très important, qui est que les climats sur la planète sont aujourd'hui très divers et ils vont le rester. Et donc le changement climatique a des effets très différents en Russie ou au Mali ou aux États-Unis. On devrait parler d'ailleurs de changement météorologique, pas climatique, parce que les climats ne changent pas à proprement parler. Le climat européen reste un climat européen, méditerranéen, tempéré, etc. Non, le climat méditerranéen va changer. Il va se rapprocher... en tout cas, le climat de la rive nord de la Méditerranée va se rapprocher du climat actuel du Maghreb. Le climat... il y a eu des projections qui ont été faites par Météo France sur les scénarios à plus 4 degrés. Récemment, ils ont publié ça il y a 2 mois, je crois, et ils expliquent que, par exemple, le climat de l'île en 2050 ou en 2100, je ne sais plus, sera équivalent à celui de Montpellier aujourd'hui. Donc le climat de l'île et de Montpellier, ce ne sont pas les mêmes climats. Non, les climats vont changer. Est-ce une mauvaise nouvelle, justement? Alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Quand on parle de mortalité liée aux extrêmes de température, donc vague de chaleur d'un côté, on en parle beaucoup quand on parle de changement climatique, mais ce qui tue aussi beaucoup, en ce moment il y a une grippe d'ailleurs qui est liée aux conditions hivernales, c'est l'hiver, c'est le froid. Et donc dans certaines zones, en particulier au nord de l'Europe, au Canada, les modélisations montrent que pour l'instant le changement climatique, donc des hivers plus doux en l'occurrence, diminue la mortalité liée à la chaleur, c'est-à-dire que les gains de l'hiver sont supérieurs aux pertes humaines supérieures l'été à cause des vagues de chaleur. Les projections à long terme montrent que la part de ces zones, ces zones qui vont gagner en termes de mortalité liée à la chaleur va se réduire drastiquement. Donc ça veut dire qu'en fait ça va être compensé, le nombre de morts liés à la chaleur va augmenter. Ah oui, ça c'est clair. Ça, c'est une certitude. Il a déjà augmenté très fortement. On estime à peu près aujourd'hui que 100 000 personnes meurent du fait des extrêmes de chaleur qui ont été supplémentaires créés par le changement climatique. Donc on est à 100 000 morts par an quand on regarde les statistiques. Les inondations en ce moment en Bretagne, exceptionnelles, est-ce que c'est récurrent, c'est cyclique? Alors, il y a une part de cyclique, mais est-ce que c'est lié à ce phénomène? Il y a toujours cette difficulté qui est liée au fait que le climat, la différence entre la météorologie, donc le court terme, et le climat, la moyenne de long terme,
il y a cette grande différence. Et évidemment, il y a des oscillations très fortes. Il y a toujours eu des inondations, y compris de la Vilaine. Je crois qu'on disait qu'on était en train de battre un record de 1936. Ce qui veut dire qu'en 1936, il y a eu une inondation d'une ampleur comparable. Donc, il y a toujours des oscillations. Ce qu'on sait, c'est que pour le nord de la France, on va avoir moins de pluviométrie sur l'ensemble de l'année, mais elle va être répartie différemment. On va avoir plus de pluviométrie pendant les mois d'hiver et moins pendant les mois d'été. C'est-à-dire de la sécheresse l'été et des inondations qui ressemblent à celles que les Bretons sont en train de vivre l'hiver. Une question, Mathieu Glachant, sur malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, mais sur le caractère prédictif aujourd'hui des modèles. On arrive à affiner les choses de telle sorte qu'on peut vraiment prévoir à long terme l'évolution du temps. Non, je suis chercheur et tout savoir scientifique est provisoire, sinon on arrêterait de chercher. Et c'est vrai de la climatologie. Donc les modèles, donc il y a un effort de recherche au niveau mondial très intense sur les modèles climatiques qui permettent de faire ces projections de long terme. L'incertitude diminue, mais l'incertitude reste importante. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il faut raisonner aussi dans la lutte contre le changement climatique et dans les choix d'adaptation en termes de prévention des risques, de prévention de scénarios qui pourraient être extrêmes et ne pas seulement raisonner sur les valeurs moyennes, le plus 1,6 par exemple, dont je viens de parler. Voilà. Et donc ça veut dire plus de vigilance et plus d'informations en amont. En l'occurrence, dans certains cas, effectivement, l'information est absolument décisive pour que les acteurs sur le terrain prennent des bonnes décisions. Et ça vaut pour les ménages, les systèmes d'alerte contre les inondations, par exemple ceux qui ont été défaillants à Valence il y a quelques mois. Merci beaucoup, Mathieu Glachant. Survivre à la chaleur, adaptons-nous aux éditions Odile Jacob, c'est écrit avec François Lévesque, qui est également professeur d'économie à l'École des Mines de Paris, où vous êtes aussi. Merci beaucoup d'être venu partager ces informations avec nous. Et merci à tous les deux, à réécouter rcf.fr, radionotre-dame.com.